bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR en ce jour particulier, enfin on l'espère particulier, on espère avoir de bonnes nouvelles à vous relayer demain matin dans le prochain CQFR. L'équipe de France affronte le Canada à 18h en quart de finale des Jeux Olympiques. C'est pas la seule actualité de la journée, on va parler d'autres choses par rapport au basket, par rapport à ce qui s'est passé hier notamment. Ce matin, à nouveau, je suis avec Maxime. Maxime, comment ça va ? Salut Chai, ça va pas mal, un petit peu déçu là par la défaite de nos Bleus en 3-3, on va démarrer sur le sujet très vite, mais on la voyait arriver cette médaille d'or, on y croyait, et bon, un petit peu déçu de pas la rafler, mais c'est pas grave, il y a plein de choses à vivre aujourd'hui, on espère se rattraper comme tu disais. Ouais. Et énorme soirée hier, parce qu'il y avait ce match de 3-3 sur lequel on va revenir, et puis même autour au JO, moi j'étais sur l'athlétisme, voilà, je me rappelle à chaque fois tous les 4 ans pourquoi j'aime bien l'athlétisme, le record à la perche de Duplantis, complètement dingue, dans un stade de 80 000 personnes acquis à sa cause, c'était totalement fou. Tout le monde est resté pour lui. Ouais, c'est un peu le rêve en fait, c'est-à-dire que tu as un stade entier d'athlétisme pour toi, 80 000 personnes, t'es pas au milieu de l'heptathlon et du saut en longueur, là il y a que toi qui est, et puis voilà, tu tapes un record, un nouveau record, ils vont en faire d'autres, hein, mais voilà, quel athlète incroyable, et puis c'était dans la foulée du 3-3 dont on va parler maintenant, avec des émotions assez incroyables aussi. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à se mettre dans le 3-3 en se disant que surtout pour les garçons, il y avait peu d'ambition, ils étaient passés par un tournoi de qualif, ils n'étaient pas du tout sûrs de participer à leurs propres Jeux Olympiques, toute l'attention était sur les filles du côté du 3-3 qui malheureusement, on en a parlé, ont déçu, et puis là, finale, après avoir battu la Lettonie en demi-finale, après un superbe match, les Bleus, l'équipe de France de 3-3 s'est inclinée cruellement en prolongation sur un tir venu d'ailleurs, 18-17, ou en plus Worthy de Jong, donc nommé comme ça par ses parents à cause de Big Game James Worthy, et il nous sort une action de Big Game, et les Bleus donc malheureusement qui s'inclinent. Qu'est-ce que tu as pensé de ce rendez-vous, de ce match assez incroyable? C'est ce tir, moi je trouve qu'il est cruel ce tir, parce qu'il fait un mauvais match en plus quand il il passe un peu à côté, il est au niveau de l'adresse, il est complètement à côté de ses pompes, et il nous sort ce shoot venu d'ailleurs qui est complètement qui est sublime, il n'y a rien à dire, donc c'est vrai que ça fout un peu les nerfs. Après, ce que je garde de cette épopée là des Bleus sur le 3-3, déjà on les voyait pas à ce niveau-là, ils sont sortis un petit peu comme ils ont pu des poules au play-in pour accrocher derrière une place en quart. Mais c'est surtout leur deux bigs, moi, qui m'a marqué. Je les ai trouvés hyper bons face à la Lettonie. Ils ont surpris tout le monde, je pense. Ils ont fait un match magnifique. André Dussoulier a été... Lapsus. Lucas Dussoulier, non mais je le fais à chaque fois en plus. Lucas Dussoulier a été incroyable. Ouais. Il a fait une magnifique demi-finale face aux Lettons. J'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup célébré la demi. Sachant qu'ils jouaient 1h30 plus tard, et ça m'a un peu étonné quand j'ai vu les images, et je peux comprendre, c'est exceptionnel. J'étais sur le site du Parc Urbain il y a quelques jours pour voir un petit peu ce que ça donnait. C'est vrai que c'est magnifique, l'ambiance elle est superbe, et je peux imaginer qu'on a envie de s'enflammer, mais à 1h30 ou 2h de jouer une finale derrière, j'étais un peu surpris de voir toute cette explosion de joie. Bon, je sais pas s'il y a un lien, en tout cas ils ont eu du mal à rentrer dans leur finale, ils ont eu du mal à débuter, à se lancer contre une équipe des Pays-Bas que j'ai pas trouvé très belle finalement, pas très à droite, au rebond ils ont été largement dominés par les Bleus. Il y avait tout pour qu'on passe et qu'on accroche cette médaille d'or. Au final ça le fait pas, mais bon, on a quand même kiffé, et comme tu dis, on s'est pris au jeu avec eux, et on a pu suivre cette épreuve sympa au final à regarder. C'est ça, c'est ce que maintenant faudra voir ce que ça va donner. Est-ce que ça a déclenché un vrai intérêt, parce que la première fois qu'il y avait du 3-3 au JO, c'était à Tokyo, mais c'était à huis clos, donc les gens ont eu du mal un peu à s'identifier à ça, alors que c'est quand même un jeu sur lequel tu peux plus facilement t'identifier que le basket 5-5, forcément, avec des joueurs d'un gabarit. Bon, là, il y a quand même des doubles mètres, hein, on va pas... mais c'est le style de jeu pratiqué, la façon dont ça se joue, fait que ça ressemble plus à ce que tu peux faire au playground avec tes potes, tu vois. Ouais, donc j'espère... Il n'y a pas de grand gabarit d'ailleurs, de très grand gabarit, je veux dire. Il n'y a pas de très... Ça 2-2, 2-3, mais... T'as raison, il n'y a pas de très grand gabarit. Lucas fait 2m3. Ouais, mais parce qu'il faut aussi beaucoup de mobilité, parce que je veux dire, si t'es handicapant très vite, si t'es pas mobile, t'es exploité. Donc voilà, j'espère, je me demande de quelle manière la Fédé va essayer de développer, de surfer là-dessus, parce que je veux dire, c'est un jeu spectaculaire qui est très télévisuel. Il y a plein de choses à faire, je pense, autour qui permettent aussi d'amener jusqu'au basket. Alors la plupart tous les joueurs de 3-3 aujourd'hui viennent du 5-5. Je sais pas si on aura un jour vraiment des joueurs exclusifs de 3-3, et on peut se demander si des joueurs de 5-5 vont pas faire la passerelle. Mais c'est un vrai débat qui aura à voir plus tard. En tout cas, moi je retiens comme toi l'ambiance incroyable. Enfin, ça devait être totalement dingue. Alors, même si ce sont des joueurs professionnels, ils ont l'habitude de jouer dans des salles, c'est sympa, mais là, c'était totalement fou. Et ils jouent pour leur pays, donc c'est vrai que ça ajoute une dimension supplémentaire en plus à Paris, au jeu, etc. Oui. C'était incroyable.
Mais non, la durée, puis le format assez court, et assez rythmé, donc c'est facile à suivre. Je pense que même pour des gens qui connaissent pas forcément le basket ou s'y intéressent pas particulièrement, c'est hyper accessible en fait. Donc il y a sûrement un avenir dans le 3-3, il va falloir suivre ça, mais il y a des choses à faire visiblement et on se débrouille bien. Donc tant mieux. C'est ça. Gagner une petite médaille de plus. Voilà, faut voir maintenant si ça va pas amener d'autres joueurs encore plus référencés peut-être à s'y mettre pour prolonger un peu le plaisir de ce qu'on a vécu là. Donc bravo Bleu pour la médaille d'argent qui était totalement inattendue. On leur dit encore une fois, il faut rappeler qu'ils sont donc passés par un tournoi de qualif pour être présents à leurs propres Jeux Olympiques et qu'ils n'étaient pas attendus. Il y avait des équipes qu'on a l'habitude de voir, les Lettons. Donc, il faut rappeler quand même que les Bleus ont battu les Serbes, multiples champions du monde, et les Lettons, champions olympiques en titre. Donc rien que ça, c'est assez exceptionnel. La Serbie, c'est 6 titres de champion du monde dans cette compétition, sur les 7 dernières. Voilà, c'est ça. Et la Lettonie, je crois que c'est les champions olympiques de 2021. Exactement, c'est ça. Et les Serbes étaient eux-mêmes médaillés de bronze. Voilà, donc c'est vraiment les usual suspects de la discipline et on a réussi à les battre. Donc voilà, encore félicitations aux Bleus et je pense qu'ils ont acquis une belle cote de popularité et leur discipline aussi. Voilà. Et ils ont régalé Pau Gasol et Dirk. Et Dirk Nowitzki, qui était présent. Ça avait l'air sympa. Adam Silver qui était là aussi dans la journée, j'ai vu dans les gradins. Peut-être lui donner des idées pour le All-Star Game, un petit tournoi de 3-3. Une draft avec les meilleurs joueurs NBA, hop, un petit tournoi de 3-3. Moi, je suis pas contre. Hein. Ah, mais chez eux, ça marche que s'il y a de l'argent à la clé, sinon il n'y a personne. C'est vrai, alors 3-3 plus 10 millions de dollars à la clé. Là, voilà. C'est ça. On passe au 5-5 parce que c'est aussi c'est la grosse actualité de la journée. Les 4 matchs des quarts de finale qui se tiendront aujourd'hui. Ça commence dès 11h. Peut-être qu'au moment où vous écouterez ce CQFR, le premier match déjà très excitant entre l'Allemagne et la Grèce aura débuté. C'est à 11h. Donc les Allemands, nos bourreaux du dernier match de poule, peut-être nos bourreaux de demi-finale s'il y a exploit des Bleus un peu plus tard, mais on va parler on va parler des affiches une par une. Je te propose de faire comme ça. On commence par Allemagne-Grèce et puis on finira gentiment avec les Bleus. Allemagne-Grèce, les Allemands quand même favoris avec ce qu'ils nous ont montré et le fait qu'ils soient champions du monde et que la Grèce soit pas dans une phase hyper ascendante de son histoire du basket. Qu'est-ce que tu vois pour ce match? Qu'est-ce que tu attends? Alors, tu me parles de l'Allemagne, je fais juste un petit ajout par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est que c'est les filles qui ont gagné le 3-3, donc c'est les Allemandes qui ont gagné le 3-3. Tu fais très bien, j'ai totalement oublié d'en parler. Donc, le basket allemand, globalement, c'est-à-dire que les filles, les filles on va les affronter en 5-5, et les Allemandes au 3-3 ont gagné. Tu fais très bien de faire cette parenthèse. Après, sur le tableau masculin, donc le match de 11h, alors c'est une opposition de style. Hein, on a une Allemagne qui cartonne au scoring, qui est deuxième, je crois, du tournoi. La Grèce, à l'inverse, qui peine à marquer des points dans ses matchs, qui a du mal à vraiment épauler Giannis, qui est le meilleur marqueur du tournoi, avec 27 points de moyenne. Donc voilà, 2 vraies oppositions de style. Moi, je donne vraiment pas cher des chances de la Grèce. On a vu les poules, hein. La Grèce a eu du mal à sortir des poules, même si c'était une poule très costaud. Je vois pas quels sont les atouts sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer. Ils ont des joueurs qui sont assez inconstants. Au niveau du shoot externe, ils sont pas bien lotis non plus. Quand on regarde la doublette Walk-up et Calates, c'est très compliqué, très fluctuant d'un match à l'autre. Donc il y a peu de garanties, mis à part Giannis, dont on sait qu'il va faire un chantier systématiquement et qui va apporter ses points, ses rebonds, son agressivité. J'ai beaucoup de mal à imaginer que la Grèce puisse faire un upset, mais c'est la beauté du basket, donc sait-on jamais. Je pense aussi que l'Allemagne me semble favori avec ce qu'on a vu, dans le groupe, la solidité, le fait qu'ils peuvent très bien, à mon avis, accepter un énorme match de Giannis et laisser les autres essayer de les battre. Hein. Après, les joueurs dont tu as parlé, c'est des joueurs d'expérience qui ont quand même un gros vécu en Europe et qui sont tout à fait capables de prendre feu sur un match. Mais sur ce qu'on a vu là, ils n'ont pas l'air d'être au meilleur de leur forme. Et je te disais en off tout à l'heure, moi, tant que j'ai l'impression que Spanoulis peut sortir de son rôle de coach et être à un niveau à peu près similaire à celui de certains de ses joueurs, j'aurais du mal à miser sur la Grèce quand même. Et je pense que l'Allemagne va avancer en tout cas. Ouais, je pense aussi. On ne prend pas trop de risques en disant ça. Voilà. Ensuite, chronologiquement, énorme match à 14h30, en tout cas en termes d'incertitude, d'opposition aussi, Australie-Serbie. C'est un des matchs les plus incertains peut-être, parce que les Australiens ont des arguments à faire valoir. La Serbie a peut-être le meilleur joueur du monde sur le plan individuel à l'heure actuelle, avec Nikola Jokic. Qu'est-ce que tu arriverais à te mouiller pour une équipe ou une autre, ou est-ce que juste tu vas profiter du spectacle et te laisser porter par l'équipe qui sortira? Ça c'est certain qu'on va profiter du spectacle. Non, mais c'est difficile de lire en fait la phase de poule de la Serbie, je trouve. Ils ont affronté Team USA dans un premier match.
où ils ont été distancés largement par les Américains. Mais c'était toujours un match particulier, donc c'est difficile de les évaluer là-dessus. Le vrai match, entre guillemets, vrai test qu'ils ont eu, c'était face au Soudan du Sud. Ils font un bon match et pour autant, ils ont eu du mal à se défaire de cette équipe-là. C'est une bonne équipe, donc c'est difficile de les situer exactement. Après, dans les stats, tout parle pour eux. Ils sont deuxième au rebond, ils sont deuxième au passe D. Je crois qu'ils sont la deuxième attaque aussi ou troisième attaque du tournoi. Donc tous les voyants sont ouverts. Ils ont Nikola Jokic qui est dominant, ils ont Bogdanovic qui fait un des super JO et autour, ça gravite plutôt pas trop mal. Mais c'est difficile de les situer exactement dans la hiérarchie de ce tournoi-là. Donc, à voir. Sur l'Australie, je trouve qu'ils ont montré beaucoup de choses assez intéressantes. Ils sont présents au rebond. Ils sont bons sur les passes décisives. On voit que ça tourne bien, le ballon tourne bien avec Josh Giddey qui met vraiment en place des choses. Ils ont des individualités fortes avec Jock Landale qui fait un superbe tournoi, mine de rien, au rebond, au point. Il est présent dans tous les classements. Donc, ils ont des armes à faire valoir et ça va être un match hyper indécis. Opposition de style un petit peu aussi. On sait que la Serbie, ça va tourner autour de Jokic essentiellement, qui va essayer de diffuser au maximum. Il l'a moins fait sur le dernier match face au Soudan du Sud. Il a fait quelques passes décisives, mais il en a fait plus au match précédent. Je trouve qu'il avait rayonné davantage pour vraiment alimenter ses coéquipiers. À voir comment ils vont fonctionner. Je sais pas, c'est difficile de faire un prono là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu vois qui passer sur cette affiche-là? Moi, j'ai l'impression que... Ouais, c'est ça, la plus incertaine. Moi, j'ai l'impression que le défi physique qu'imposeront les Australiens va peut-être faire la différence. Je vois bien l'Australie faire quelque chose. On n'a pas encore vu le FIBA Patty Mills. Il s'est pas encore mis totalement dans sa compète en termes d'adresse. J'ai l'impression on sait qu'il y a un match qui va arriver à un moment, normalement dans chaque compétition internationale, où il va claquer 30 points, être totalement irrésistible. Et en tout cas, je pense que les Australiens vont tenter le défi physique avec Jokic, avec les autres joueurs présents sur le parquet. Et j'aurais tendance à voir l'Australie, ouais. Même si ils ont montré du très très bon et du plus inconstant aussi de leur côté. Ouais. Après, j'ai un soft spot pour les Australiens de manière générale, donc je pense que mon cerveau me fait aller vers l'Australie, mais je serais ravi que les Serbes nous montrent qu'ils sont encore compétitifs sur un tournoi international et qu'ils sont prêts à avancer pour probablement l'adversaire, l'équipe qui gagnera ce match affrontera Team USA. Donc dans tous les cas, ce sera une belle affiche. Enfin, je me permets de mettre la charrue avant les bœufs au niveau de l'affiche dont on va parler juste après. Je pense que absolument personne ne voit le Brésil embêter réellement les États-Unis, et ce serait le plus gros séisme de l'histoire du basket international si les Brésiliens passaient. Charles Barkley, il a dit c'est pas la peine de rentrer au pays si vous perdez. Bah là, pour le coup, autant les déclarations un peu comme ça, je suis pas toujours fan, mais bon, là, c'est-à-dire que ce serait un truc invraisemblable avec une équipe comme ça. Bon, déjà, perdre tout court sur la compétition, ne pas être champion olympique, déjà, ce serait vécu comme un affront au pays après avoir envoyé cette escouade-là. Mais là, sortir dès l'écart contre le Brésil, qui a pas fait on est d'accord, c'est l'équipe la moins impressionnante, à mon sens, des équipes encore qualifiées. Donc, qu'est-ce que t'attends de Team USA dans ce match? Juste un petit mot sur Australie-Serbie. Il y a un duel que j'attends en particulier, c'est celui de Bogdanovic avec Dyson Daniels. Ouais, ça va défendre et ça va. Ouais. J'ai eu l'occasion de le voir 2 fois là sur le tournoi à Lille. Et franchement, il m'a impressionné. Il m'avait déjà énormément impressionné pendant les matchs de préparation contre les Bleus. Je le trouve vraiment excellentissime en défense. Et j'ai hâte de le voir sur Bogdanovic pour voir ce qu'il va lui proposer, à quel point il va pouvoir lui pourrir la vie. J'imagine que c'est le match-up qui va être choisi par le coach. Mais ça va être intéressant à suivre. Ça, c'est un peu le match dans le match que j'attends avec impatience tout à l'heure. Ouais. C'est un super joueur, Dyson Daniels. Il a été blessé. Ça a freiné au niveau de sa saison NBA. C'est un joueur vraiment prometteur qui a du gabarit, gros talent défensif, qui peut encore un peu progresser en attaque évidemment, mais ça va être je vois très bien effectivement partir en mission sur Bogdanovic. Et bon, après, est-ce que Bogdanovic est stoppable en FIBA? Franchement, c'est très, enfin, j'ai l'impression qu'il mettra ses points s'il a envie de les mettre, tellement il est fort dans ce contexte-là. Mais ça va être un beau duel. Je suis d'accord avec toi. Par rapport aux US, écoute, non, sans surprise, je pense qu'ils vont passer assez facilement contre le Brésil. Le Brésil n'est pas déméritant, ils ont une équipe qui est assez complète, ils ont fait un très beau match face au Japon d'ailleurs, j'ai trouvé qu'ils avaient été séduisants. Mais non, je pense que ça va dérouler. Non, la question c'est plus de savoir qui va être aligné dans le 5 de départ côté Team USA, qui va être benché, qui va être en DNP à la fin du match. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt ça que j'attends de voir, et puis des highlights. On va regarder ça ce soir pour se régaler, mais bon, le suspense il sera pas là. C'est ça, faudra voir de quelle humeur on sera au moment de se poser devant le match. Est-ce qu'on sera encore en train de
de ruminer sur le match des Bleus. Est-ce qu'on sera en état d'euphorie parce qu'on aura réussi à battre le Canada? C'est surtout ça. Moi, je pense que je profiterai plus facilement d'un match qui semble anecdotique entre les États-Unis et le Brésil s'il s'est passé quelque chose de plutôt sympathique avant. Voilà, pas grand-chose à suivre pour les États-Unis, si ce n'est effectivement les temps de jeu, la rotation, les joueurs choisis pour démarrer, le degré les décibels au moment où Joel Embiid va entrer sur le parquet ou essayer de saluer le public français. Ou pas. Ouais, il a dit que il est rentré dans son match et dans sa compétition. Oui, ça peut commencer à être le bon moment, effectivement. Ouais, ça peut. Et pour Embiid, je sais pas si t'as vu l'autre jour, il disait... il a encore essayé de tenter de nier le fait que ça pouvait l'affecter, c'est-à-dire qu'il dit... moi, je prends ça comme pour une marque d'amour et de respect, ça veut dire que je suis un bon joueur de basket et tout. Bon. Voilà, c'est un peu nier le côté drama qu'il y a eu autour de cette décision dont on a parlé 1 million de fois, mais il faut pas qu'il s'attende à des démonstrations d'amour, à mon avis, de la part du public français à nouveau pour ce match-là. Ce sera pareil qu'à Lille à Paris. Hein. Voilà, il a dit je joue à Philadelphie. Il a dit je joue à Philadelphie. Là-bas, ils sifflent même leurs propres joueurs, donc bon. Effectivement, c'est ça, sauf que là, il y aura 20 000 personnes qui feront le job que font parfois les fans des Sixers quand ils sont déçus. Tous les ans. Tous les ans. Dès qu'il y a 2 défaites de suite, voilà, il y a une petite tête de Turc et puis c'est parti. On passe à France-Canada, 18h, le match, le match qui nous intéresse. On va évidemment adorer regarder les autres, hein, mais France-Canada, question simple qu'on s'est un peu posée déjà à l'écrit ici. Est-ce que c'est une mission impossible pour les Bleus? Est-ce qu'il y a des petits motifs d'espoir? Quels sont les axes sur lesquels les Bleus peuvent espérer déjouer les pronostics? Parce que oui, le Canada est largement favori de ce quart de finale. Il y a toujours de l'espoir, ça reste du basket, voilà, il y a 40 minutes, il peut toujours se passer des choses positives pour une équipe, de l'adresse, etc. Et on peut l'emporter, donc oui, tout est possible. Maintenant, je pense que les chances sont très faibles. Les motifs d'espoir, il y en a quand même quelques-uns. Déjà, le fait qu'on connaisse très bien cette équipe. Je pense que le Canada, c'est une des équipes qu'on a le plus affrontées là, depuis 1 an. Je pense qu'on les a largement scoutés. On sait qui ils sont, on sait comment ils jouent, on sait quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. Ouais. Donc, je pense que de ce point de vue-là, on part avec un maximum d'informations qui devrait normalement aider le staff à définir un plan de jeu qui puisse nous permettre d'aller loin. Donc, on n'a pas réussi à le faire précédemment. On espère qu'on y arrivera ici. Moi, l'autre motif, je dirais, d'espoir par rapport à cette affiche-là, c'est de se dire... Le Canada, finalement, même si à l'Euro 2022, on n'est pas fringant, on fait quand même une belle médaille d'argent, le début de la fin de l'équipe de France, parce qu'on est dans un cycle qui est quand même très compliqué, c'est le Canada. C'est le match d'ouverture à la Coupe du Monde 2023. J'espère que les mecs vont arriver avec l'état d'esprit, avec surtout l'esprit de revanche face à cette équipe qui nous a fait tant de mal, parce que je pense que les mots actuels, ils démarrent véritablement là. On en a beaucoup souffert de cette défaite d'entrée de jeu au mondial de 30 points, où on s'est fait laver en deuxième mi-temps comme c'est pas permis. Et cet esprit de revanche-là, normalement, il devrait habiter tous les joueurs de l'équipe de France ce soir. Et j'espère qu'on va pouvoir compter sur un état d'esprit irréprochable dans l'attitude, dans le combat, dans l'agressivité. Et ça, pour moi, c'est aussi un motif d'espoir. J'espère que les joueurs et les coaching staff le voient de cette manière-là. Mais je trouve que c'est une opportunité en or, un petit peu de faire table rase de ce qui s'est passé l'an dernier et de repartir de plus belle. On sait très bien que si on gagne ce soir, on oubliera ce qui s'est passé jusqu'ici. Bien sûr. Et on se concentrera sur la suite, sur les demi qui arriveront, où on affrontera donc le vainqueur d'Allemagne-Grèce. Là encore, potentiellement dans un rematch, dans une revanche, de ce qui s'est passé vendredi dernier. On en est encore loin, mais pour moi, c'est ça les motifs d'espoir, plus le fait qu'on a quand même une raquette qui est autrement dimensionnée que celle du Canada. Si tu veux, moi, le Canada, je les vois un petit peu comme une France inversée. C'est puissant au possible sur la ligne arrière, c'est véloce, c'est athlétique, il y a différents types de profils, il y a du scoring, il y a de la défense, etc. Sur la raquette, c'est un petit peu moins bon. Voilà, la France, c'est un petit peu déséquilibré dans l'autre sens, donc il faut voir si ce match-up-là peut nous être bénéfique sur la durée. C'est ce qu'on va essayer de suivre, et j'imagine que c'est là-dessus qu'on va essayer d'axer le taf côté français. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu penses qu'on a une chance de passer ? Je partage ton espoir sur le côté fighting spirit, revanche un peu par rapport à tout ce qui s'est passé, à commencer par le match contre le Canada. T'as raison, c'est un peu là où ça a commencé à partir en vrille. J'ai juste peur en fait que l'équipe en face ait trop d'armes à sa disposition. C'est-à-dire que si t'arrives dans le combat à limiter, je pense pas qu'on puisse limiter Shai Gilgeous-Alexander aujourd'hui. En NBA, personne n'arrive à le limiter. Au niveau international, c'est devenu un joueur FIBA. On a bien vu qu'il était parfaitement adapté. Et je veux dire, il y a tellement
au-delà du fait de jouer en NBA, bon, ils ont 10 de leurs 12 joueurs qui jouent en NBA et dans des rôles plutôt solides. RJ Barrett, Jamal Murray, même un Nickeil Alexander-Walker, c'est des joueurs qui semblent anecdotiques en NBA, mais qui sont des scoreurs très fiables. J'ai juste peur de la profondeur du Canada, en fait. Je pense les Bleus capables de convoquer un peu un état d'esprit revanchard, combatif, tout ça, avec le talent qu'on a quand même sur le papier. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on sera trop juste parce que il y a trop de retard dans l'alchimie, dans ce qu'on est capable de proposer. J'ai l'impression qu'on est toujours en phase de préparation à rechercher des formules, des combinaisons ici et là, un style de jeu identifié. Enfin, je veux dire, même si ça s'est calmé, par exemple, on en a parlé hier, mais ça s'est évidemment calmé entre Evan Fournier et Vincent Collet. Le groupe n'a pas explosé, c'est pas ça, mais par contre, il y a pas on sent pas cette fameuse alchimie dont je parle et qui te permet de renverser des montagnes. Donc, je l'espère évidemment, j'espère totalement me tromper. Mais le Canada, c'est quand même... ils ont tellement d'arguments. Ils ont la star qui permet de te sortir des situations difficiles. De closer les matchs, ouais. Voilà. Le numéro 2, Jamal Murray, FIBA Jamal Murray, c'est pas NBA Jamal Murray pour l'instant. Ouais, c'est pas ça. Hein. Le numéro 2, c'est RJ Barrett, là. Enfin, qui est même le numéro 1 scoring. Même. Voilà, RJ Barrett. Mais c'est-à-dire que tu peux pas exclure la possibilité que Murray fasse comme en NBA et monte en pression d'un coup pour apporter. Et tous les joueurs autour, voilà, trop de profondeur, trop de qualité. Un coach qui connaît bien son équipe, qui sait comment la faire jouer. C'est en ça que j'ai un peu peur. Sur l'axe qui peut être encourageant, mais je l'estimais aussi peut-être potentiellement encourageant contre l'Allemagne, et on l'a pas du tout vu, cette fameuse raquette où on est censé pouvoir dominer la plupart des autres équipes. En face, c'est Dwight Powell, Kelly Olynyk. Alors c'est pas des montagnes. Cambridge aussi qui a eu du temps de jeu, j'ai vu. Cambridge aussi a du temps de jeu. La rotation, ouais. Alors, sur le papier, c'est moins grand, moins doué. Mais c'est des joueurs, Kelly Olynyk, c'est pareil, il a beaucoup de qualité, même en NBA, c'est des joueurs solides et qui vont s'insérer dans un collectif, en attaque comme en défense. Je les vois pas se faire exploiter. Malheureusement, je nous imagine pas exploiter la paire Powell-Olynyk. On n'a pas exploité Theis et Voigtman, on n'a pas exploité les paires japonaises et brésiliennes. Donc voilà, c'est un peu ça, sur ce côté-là que je suis sceptique. Par contre, oui, c'est pas impossible. Je dirais pas que c'est une mission impossible parce que... Puis historiquement, on a plus souvent battu le Canada que l'inverse. Ils n'ont jamais été aussi forts, mais on peut aussi s'appuyer peut-être là-dessus psychologiquement. Ouais, on peut aussi se servir du match de l'Australie face au Canada. Franchement, l'Australie n'est pas passé loin. Je pense qu'ils sont passés à une bonne deuxième mi-temps de Josh Giddey près de battre le Canada parce qu'ils ont mené quand même assez longtemps. Sur la fin, donc ils sont rattrapés et ils finissent par perdre le match, mais ils sont vraiment les yeux dans les yeux et c'est au combat et c'est justement sous les cercles où ils ont vraiment fait une grosse différence en défense bien sûr aussi avec toute l'activité aussi de Josh Giddey dans le fait de diffuser, de porter l'équipe offensivement en première mi-temps comme je viens de le dire, hélas parce qu'après il s'est un petit peu éteint, mais ils sont pas passés loin et je pense qu'ils ont vraiment opposé ce qu'il fallait au Canada pour essayer de les gêner au maximum et notamment jouer beaucoup dans la peinture. Et le Canada, c'est la pire équipe au rebond de ce tournoi. Donc ça traduit bien quand même entre guillemets la faiblesse du secteur intérieur. Jusqu'ici, ils ont pas brillé outre mesure. Ils ont des scoreurs, comme tu le dis, ils ont des gens qui sont capables de se créer leur shoot. C'est en ça qu'ils sont très dangereux parce qu'ils ont ces scoreurs-là qui sont vraiment des scoreurs ultimes en fait. Ou que quel que soit le contexte, si vraiment il y a besoin d'un panier, ils peuvent se démerder pour sortir de leur boîte. Ouais. RJ Barrett, il peut débloquer une situation. C'est pareil pour Jamal Murray, c'est pareil pour Shai. Donc c'est ça la grosse arme du Canada. Pour le reste, jusqu'ici, ils ont plutôt cruisé. Ils n'ont pas eu une énorme adversité. Alors, dit comme ça, c'est un peu étrange parce qu'ils sortent d'une poule qui était une très belle poule. Mais j'ai pas eu l'impression qu'ils aient fait un match sensationnel jusqu'ici. Donc je sais pas à quel point ils peuvent être capables de se transcender si vraiment la France fait un gros match, si vraiment on arrive à les jouer, à les défier, à les mettre en difficulté. Il faut voir comment ils peuvent réagir dans ces cas-là. Ils n'ont pas encore été confrontés véritablement à ce genre de situation. Ça peut aussi être un élément par rapport à cette belle affiche. Mais tu sais que ce que tu dis sur le Canada, sur le fait qu'on ne les a pas encore vus rendre une copie aussi bonne que ce qu'on pouvait penser, je le pensais de l'Allemagne aussi, et on les a vus. Je me disais, les Allemands, pour l'instant, ils ont été tranquilles contre le Brésil et le Japon. Et finalement, ils se sont montrés à la hauteur de l'événement. Et pour l'instant, je me fie que aux matchs de préparation. Ce sont des matchs de préparation, encore une fois, mais à chaque fois qu'on a eu un adversaire théoriquement d'ambition, qui a les mêmes ambitions que nous, ou qui est supérieur au niveau de l'effectif, Serbie, Australie, Canada, on a quand même eu du mal à être au rendez-vous, donc c'est un peu ça qui m'inquiète. Après, si je dois mouiller, je pense en tout cas que la France va pas complètement se louper
Et puisque je vais au match, j'espère ne pas assister à quelque chose de dramatique et à une défaite de 30 points comme au dernier mondial. Donc je dirais une défaite, défaite honorable avec panache. Pas trop cruel si possible, si on peut éviter de se manger un shoot au buzzer comme au 3-3 hier, au buzzer, un game winner sur la fin, je suis preneur. Moi, ce sera déjà, l'important sera déjà si les Bleus doivent sortir, ce qui n'est pas garanti, au moins sortir la tête haute et même s'il y aura du travail après sur des discussions à avoir sur le sélectionneur, sur les joueurs qui doivent rester ou pas, ça viendra bien après. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui est potentiellement un exploit à réaliser. T'as raison, qu'on ait un contenu qui nous satisfasse et où on prenne du plaisir à regarder l'équipe de France, on verra après au niveau du score final. Il faut quand même rappeler qu'ils sont à la maison, hein, ça il faut le dire, ils ont 13 000 personnes, parce que Bercy c'est 13 000, hein, on a quitté Pierre-Mauroy et les 27 000 places pour la Bercy Arena. On connaît Bercy, c'est une ambiance qui est très chaude, je pense qu'il y a plus de proximité, on est plus près du terrain, ça résonne un petit peu moins que Pierre-Mauroy, mais Pierre-Mauroy ça reste un stade coupé en deux, et mine de rien je trouve que ça pousse moins. Bercy ça va être en fusion ce soir, j'en suis persuadé. Il faut que les gars ils assurent pour qu'il y ait un élan populaire derrière, et ça doit jouer aussi. Pour l'instant il n'y a pas eu le public n'a pas été le sixième homme escompté, même si le public de Lille a été irréprochable, il n'y a rien à dire, mais je pense que ça va pousser très fort ce soir, et j'espère que ça va galvaniser les mecs. C'est un autre motif d'espoir, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, on joue à la maison, et on n'a pas l'impression qu'on joue à la maison depuis le début du tournoi, donc il faut se le rappeler des fois, mais j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Et d'ailleurs je fais une petite... T'avais autre chose à rajouter? Non, pas du tout, je t'en prie, vas-y. Je sais pas si tu as vu dans les infos qui sont passées, mais le tournoi olympique, ça va sûrement être le tournoi record en termes d'affluence. Il faut savoir que le plus gros tournoi olympique jusqu'ici, c'était en 96 à Atlanta. Et avec le stade Pierre-Mauroy, on a fait des chiffres exceptionnels. Il y avait plus de 20 000 personnes en moyenne pour les filles, plus de 25 000 pour les garçons. On est déjà à 968 000 spectateurs au total. Et on devrait normalement battre le record d'Atlanta à la fin des Jeux, sachant qu'on a 40 matchs de moins. En fait, à l'époque, c'était deux poules de 6, donc il y avait plus de matchs de poules. Et il y avait 40 matchs au total en plus par rapport à l'édition 2024 de Paris. Donc il y a un véritable engouement énorme, et c'est notamment dopé par les chiffres des filles en fait. Donc le basket féminin s'est largement développé depuis, et c'est venu vraiment booster les affluences dans les salles. Donc c'est génial, on a un tournoi basket incroyable. Tu sais bien que ça me fait évidemment plaisir ce que tu dis avec le basket féminin mais ce qui est plus fort encore, c'est-à-dire que alors ça on peut le mettre on peut en parler pour globalement sur tous ces Jeux Olympiques, mais quand on a appris que les matchs auraient lieu à Lille le premier tour, on se rappelle du scepticisme, on se rappelle d'Evan Fournier qui dit « Ah non, mais le badminton qui nous prend la place », des trucs comme ça. Et évidemment, on était un peu sceptiques, on se dit « Oui, le stade Pierre-Mauroy, ok, pourquoi pas », mais on s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle atmosphère, que ce soit tout le temps plein comme ça. Les Américains eux-mêmes étaient bluffés. KD a dit « Je pensais jamais aller à Lille déjà dans toute ma vie, et alors voir une atmosphère comme ça, c'était complètement dingue ». Et là-dessus, c'est une très grande réussite, donc il faut saluer aussi ce choix et ces décisions qui ont été faites, même si elles ont été faites dans le scepticisme et les critiques dans un premier temps. Ouais, alors, à la base, c'était la porte de Versailles, c'était le parc des Expos. Oui, c'est ça qui avait cristallisé beaucoup d'aigreurs, notamment d'Evan Fournier qui s'était exprimé là-dessus, mais plein de joueurs étaient plutôt étonnés de se voir cantonné au parc des Expositions, qui n'a rien d'une salle de basket. Pour le coup, là, on est vraiment dans un autre monde. Et puis quand ils se sont rendus compte que physiquement, ça passait pas, parce qu'il n'y avait pas assez de hauteur sous plafond, il y a différentes choses qui coinçaient de mémoire. Ils ont décidé de faire ça sur Lille, mais c'était vraiment une très bonne idée. Et puis je pense que ça a aussi permis à plein de gens d'aller voir des matchs de basket. Rien, ça a démocratisé aussi le prix des billets, parce qu'il y avait beaucoup plus de place dans la salle. Donc non, superbe expérience, le stade Pierre-Mauroy, c'était vraiment super. En tout cas, on va espérer qu'à Bercy, ce sera aussi bien ce soir, avec, on l'espère, une issue favorable pour les Bleus. Le match est à 18h, donc n'hésitez pas évidemment à vous brancher dessus. Nous on aura un traitement sur le match. Antoine revient de son congé ce soir et il sera au taquet pour couvrir le match à l'écrit. Nous on en parlera demain matin dans le CQFR, en tout cas de ce match. Et toi tu seras en tribune. Je serai en tribune un peu, je vous dirai pour l'ambiance, c'est ça, je serai dans la même pièce que mon alter ego canadien avec lequel on partage un prénom, j'essaierai de ne pas trop l'encourager. On ne sait pas trop prononcer d'ailleurs en France, on ne sait pas trop si on doit dire à l'américaine ou à la c'est ça, lui il a dit que c'était Shea, donc, parce que je crois que son nom complet c'est Shea Vonte, un truc comme ça, donc d'accord. C'est ça, okay. Donc lui il a toujours dit que c'était Shea, donc après évidemment quand j'ai vu à l'époque qu'à Kentucky il y avait un joueur qui s'appelait Shea, j'ai dit Shea, t'as acheté le maillot direct là, non? Non mais je l'ai quand même suivi particulièrement en me disant c'est cool déjà s'il vend NBA. Alors autant dire que je m'attendais pas à ce que ça devienne un des 5 meilleurs joueurs NBA sur les 2 dernières saisons. C'est un joueur que j'aime beaucoup, donc je suis content aussi de voir certains joueurs du Canada de près, évidemment. Je vais soutenir les Bleus à fond, mais je serais ravi de voir le Canada quand même, c'est sûr.
Bon, on va suivre ça. Ça va être sympa en tout cas. On a hâte d'y être. Même s'il y a d'autres matchs avant qui vont être bien sympas aussi. C'est ça. Suivez tout ça. On va suivre tout ça. Merci Max pour ce CQFR. Passez Avec plaisir. une très bonne journée et passez tous une très bonne journée. Et on vous dit à demain. Ciao. Salut, à très vite.